On voit vraiment un vieillissement prononcé, accéléré au niveau de notre population. Ce qu'on voit aussi avec le vieillissement, c'est que c'est plus complexe vieillir et les gens ont besoin de soins. Présentement, on a de la misère à suivre la cadence, mais on s'en va vers un vieillissement qui continue, là. Il faut qu'on arrête de voir que la personne âgée n'est qu'une dépense. Parce que si on investit au bon endroit, on va peut-être sauver de l'argent dans d'autres endroits. En gériatrie, on est habitué de travailler en équipe. On travaille de façon multidisciplinaire. On travaille avec des physios, des ergos, infirmiers. On adore ça, travailler en équipe. Bien là, j'inviterais les gens à venir travailler en équipe avec nous. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du podcast C'est malade, une initiative de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je m'appelle Pierre-Yves. C'est un grand plaisir de vous retrouver et c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Dr. Julia Chabot. Vous êtes présidente de l'Association des gériatres du Québec. Vous êtes donc gériatre. Qu'est-ce que ça fait un gériatre? Je m'en doute, mais j'aimerais l'entendre de vos mots pour être certain qu'on comprenne exactement c'est quoi votre pratique. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait un gériatre? Bien, évidemment, comme le terme le dit en gériatrie, donc on prend soin des personnes âgées. Donc, normalement, je vous dirais notre moyenne d'âge chez des gens autour de 75 ans et plus qu'on va s'occuper. Historiquement, on parlait souvent des personnes de 65 ans et plus qui étaient vues par des médecins gériatres, mais on va s'entendre entre nous autres que souvent, nos 65 ans et plus, ce sont des personnes qui sont drôlement autonomes en général. Donc, normalement, c'est plus du 75 ans et plus. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on s'occupe vraiment des syndromes gériatriques qu'on appelle. Donc, par exemple, les gens qui ont des troubles neurocognitifs, par exemple, la démence, par exemple, quand on parle de maladie d'Alzheimer, des gens qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la mobilité, donc de la misère à se déplacer, besoin d'une aide à la marche, des chutes fréquentes, par exemple. L'autre grand syndrome gériatrique qu'on va voir beaucoup aussi, c'est de la polypharmacie, donc des gens qui vont prendre énormément de médicaments. Puis, on va prendre en charge énormément de maladies chroniques parce qu'avec le vieillissement, souvent, on va voir des gens qui vont développer du diabète, de l'hypertension ou qui en avaient déjà et compagnie. Il y a une statistique que je trouve intéressante. En 2030, c'est comme dans 15 minutes, là. Oui. Il y a une personne sur 4 au Québec qui va être âgée de plus de 65 ans. Oui. C'est une grande proportion. Est-ce que, de votre avis, on est prêt à accueillir et à composer avec ce nombre élevé de personnes âgées au Québec? Autrement dit, est-ce que notre système est prêt à les accueillir? La réponse simple, pas du tout. On n'est vraiment pas prêt à cette éventualité-là. Puis, tu sais, si on prend un petit peu un pas de recul, là, parce qu'évidemment, tout ça, c'est avec les baby boomers, c'est avec le vieillissement de la population qu'on parle depuis des années et des années. On le voyait venir. Démographiquement, c'est pas une surprise. Non, la fameuse pyramide inversée qu'on a tout entendu parler à l'école et compagnie, on le voyait venir. Mais tu sais, si on prend un petit pas de recul puis qu'on revient juste avant les années 2000, là, fin des années 90, notre proportion de personnes âgées dans la population à ce moment-là, c'est environ 12-13 % de 65 ans et plus. Donc ça fait pas si longtemps que ça, 1999-2000. En date d'aujourd'hui, on est environ à 21, 22, 23 % dépendamment d'où est-ce qu'on regarde. Mais quand on va arriver en 2030, on va être à 25 %. Donc c'est vraiment on voit vraiment un vieillissement prononcé, accéléré au niveau de notre population. Ce qu'on voit aussi avec le vieillissement, c'est que c'est plus complexe vieillir et les gens ont besoin de soins. Les gens ont besoin de plus en plus de soins. Hein, souvent, les gens vont avoir beaucoup plus de contact avec le service, les services de santé en vieillissant. C'est là qu'ils deviennent les plus grands utilisateurs de nos services de soins. Donc, on ne sera pas du tout prêt. Présentement, on a de la misère à suivre la cadence, mais on s'en va vers un vieillissement qui continue, là. Quand vous dites qu'on n'est pas prêt, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret pour que je puisse comprendre dans votre vie de tous les jours là, à l'hôpital Sainte-Marie? Ce sont des personnes qui, comme je disais, qui vont présenter une plus grande complexité, qui ont besoin d'une prise en charge médicale qui est souvent plus complexe, qui est souvent plus complexe, qui va prendre un petit peu plus de temps, qui prend plus de ressources. On est vraiment loin du modèle où est-ce que la personne se présente avec un problème, on règle le problème, elle retourne chez elle. Là, vous avez une personne âgée, par exemple, qui va arriver à l'urgence, qui, oui, va se présenter avec une chute, mais là, il va falloir qu'on décortique
Pourquoi est-ce que la personne a tombé? C'est-tu parce qu'elle prenait toutes sortes de médicaments puis qu'on pense que ça a augmenté son risque de tomber? Cognitif. Oui, exactement. Est-ce que c'est parce que la personne était plus confuse puis elle a tombé? Là, ensuite, il faut gérer les conséquences de la chute. Est-ce qu'il y a eu une fracture, malheureusement, qui est arrivée avec cette chute-là? Est-ce que si on a une fracture, est-ce qu'on a besoin d'une opération? Si on a besoin d'une opération puis qu'on opère une personne âgée qui est plus fragile, plus grand risque de complications, ou peut-être que si la personne a besoin d'être hospitalisée après l'opération, qu'il va y avoir des complications telles que du délirium. Ça, c'est quand les gens deviennent plus confus. On ne pourra pas la retourner à la maison si elle est confuse. Donc, ce qui nous semblait relativement simple de dire on a une personne qui se présente avec une chute, ça peut, des fois, c'est juste la pointe de l'iceberg, là, finalement, qu'on peut voir. Fait qu'en gériatrie, finalement, vous vous retrouvez au carrefour, à l'intersection, parfois plusieurs problèmes d'un seul ou d'une seule patiente. C'est-à-dire que vous avez à envoyer parfois en orthopédie, après ça, vous vous assurez que la posologie avec le pharmacien est correcte, après ça, peut-être un autre spécialiste. Donc, oui. La gériatrie englobe beaucoup de pratiques de médecine spécialisée. Tout à fait, tout à fait. Puis en fait, vous l'expliquez super bien parce que souvent, ce qu'on va dire en gériatrie, c'est qu'on a une vision qui est très holistique. Donc, on essaie de prendre en charge vraiment de façon globale. Donc, oui, on va regarder l'aspect médical, évidemment, parce qu'on est médecin, mais on va aussi prendre en charge, mais c'est quoi le soutien à la maison de cette personne-là? C'est quoi la fonctionnalité? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est vulnérable en perte d'autonomie, par exemple? Ou est-ce qu'on parle de quelqu'un, on envoie des patients de 85 ans, complètement en forme, complètement indépendant. On va regarder la médication de cette personne-là. On va regarder comment est-ce qu'elle se déplace. On va regarder on va vraiment faire un 360. Là. On va vraiment faire le tour des choses. De par vos fonctions, comme gériatre, comme enseignante aussi oui. en gériatrie, j'imagine que vous devez être sensible à la prévention, c'est-à-dire que vous devez voir les habitudes de vie de la population à 40, à 45 ans qui peut avoir un impact sur comment est la forme et la santé qu'on va avoir à 75 ou à 80. Est-ce que vous pensez qu'on se prépare à bien vieillir au Québec? Je pense que de plus en plus, il y a une conscientisation qui se fait. On parle de plus en plus de santé cognitive. Là. C'est un peu un buzz là, ces temps-ci. Puis, la recette, finalement, de santé cognitive, c'est la recette qu'on connaît. Donc, c'est de s'assurer de bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, rester cognitivement stimulé. La socialisation aussi, ce sont toutes des choses qui sont super importantes. Puis d'ailleurs, tout ça, c'est des choses qu'on sait qui peuvent prévenir, par exemple, les troubles neurocognitifs, la démence, ou qui peuvent au moins peut-être retarder le moment où est-ce que ces maladies-là vont s'installer, malheureusement. Donc, au niveau de la population, il y a des grandes choses qui peuvent être faites au niveau de la prévention qui peuvent nous aider à ce que notre système s'adapte un petit peu mieux à notre fameux vieillissement de la population d'une certaine façon. Vous devez collaborer et côtoyer les familles des personnes âgées que vous traitez. Comment il est le lien avec les familles et diriez-vous que les familles comprennent bien votre rôle? Je pense que oui. Je pense que les familles comprennent bien notre rôle. Je vous dirais que c'est une des choses que j'aime le plus dans ma pratique. C'est, tantôt, je vous disais, la prise en charge qui est très, très, très globale de la personne. J'aimais, quand je pensais au type de pratique médicale que je voulais avoir, je voulais vraiment avoir quelque chose qui serait très global. Je voulais pas être focusée juste sur une chose. J'aimais cet exercice-là de tout regarder. Puis en plus, quand on vient rajouter le rôle du proche aidant là-dedans, souvent, ce que je vais dire, c'est que j'ai un peu un deuxième patient d'une certaine façon. Parce que cette personne-là, c'est notre allié. C'est la personne qui est au quotidien, souvent avec mon patient ou ma patiente. Donc, on veut s'assurer qu'eux comprennent la maladie, comprennent si on parle, par exemple, d'un trouble neurocognitif, là, une maladie d'Alzheimer, par exemple. Est-ce que le proche aidant comprend c'est quoi la maladie d'Alzheimer? Est-ce que le proche aidant comprend qu'est-ce qui est attendu? Est-ce que le proche aidant a lui-même besoin de soutien? Parce que c'est facile de voir le rôle du proche aidant en disant il s'occupe de la personne, mais on peut s'imaginer à quel point que c'est un rôle qui est extrêmement difficile et très, très, très ingrat aussi parfois. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, en clinique, par exemple, je vais évaluer mon patient, mais je vais toujours laisser un moment pour le proche aidant en disant, OK, maintenant, c'est à votre tour. Puis souvent, les proches aidants me disent, non, mais on n'est pas ici pour moi aujourd'hui. Là. Je dis, non, mais je le sais. C'est votre maman, votre frère, votre sœur, mon patient ou ma patiente. Mais je dis, vous êtes là.
Puis vous, il faut que vous alliez bien si on veut que la personne continue à bien aller. Puis des fois, c'est drôle parce que ça donne des moments où est-ce que le proche aidant réalise qu'il est un proche aidant à ce moment-là. Des fois, ils ne l'avaient même pas réalisé eux-mêmes avant tout ça. Puis je leur dis, mais juste le fait que vous, ce matin, vous vous êtes levé, vous êtes allé chercher votre mère, votre sœur, vous l'avez amenée ici à la clinique, vous êtes ici, ensuite vous allez retourner, ramener cette personne-là, toutes les choses qu'on va discuter, les changements de médicaments, les prochains rendez-vous, toutes ces choses-là, souvent c'est cette personne-là qui va prendre ça en note. Donc c'est vraiment un rôle clé, il faut vraiment qu'on soit là pour pouvoir les soutenir, là. Des fois, je nous entends, les Québécois, comme société, reconnaître qu'on a de la difficulté à prendre soin de nos personnes âgées. On les parque en résidence, on les parque en CHSLD. Globalement, puis d'un niveau, je dirais, plus anthropologique, est-ce que vous pensez que par rapport à d'autres civilisations, c'est vrai qu'on a peut-être un petit décalage sur la façon dont on prend soin, pas juste médicalement, là, mais je parle dans notre société? Bien, je pense une des raisons pour laquelle je suis allée en gériatrie, c'est parce que j'aime profondément les personnes âgées. Et quand on prend le temps, quand on est à l'écoute avec ces personnes-là, puis qu'on apprend leur vie, qu'on apprend leur réalité, tu sais, si on pense, là, si on voit quelqu'un là, qui a proche de 100 ans aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui était là, on va se dire, dans les années 20, dans les années 30, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu des choses incroyables. Et moi, c'est un plaisir que j'ai d'entendre ces choses-là. Puis d'ailleurs, souvent, quand je commence une consultation en gériatrie, je vais dire à la personne, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Combien vous avez d'enfants? Racontez-moi. Puis juste de prendre des fois, juste ces petites 2 minutes-là, ça nous donne des perles, puis ça nous donne des histoires profondément inspirantes. Je trouve triste que parfois, on va voir une personne âgée, mais on va oublier toute l'histoire qu'il y a derrière cette personne âgée-là. Et ça, je pense que c'est une des choses pour nous qui est la beauté de la gériatrie. Puis d'ailleurs, cette fameuse histoire-là, on va l'intégrer aussi dans notre façon de prendre en charge les personnes. De savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, leur réalité, qu'est-ce qui est important pour eux. Respecter leur bagage, respecter leur héritage, respecter... Tout à fait. Puis souvent, on va rentrer dans des discussions où est-ce que... tu sais, tantôt, je vous parlais des syndromes gériatriques qu'on va évaluer. Là, les troubles cognitifs, la mobilité, les médicaments, toutes les comorbidités que les personnes ont, donc toutes les maladies. Mais il y a une chose aussi qui est très, très importante dans notre pratique, c'est qu'est-ce qui importe à la personne devant moi. Parce qu'on pourrait, puis ça, j'enseigne souvent ça aux étudiants puis aux résidents en leur disant, on pourrait prendre la même personne de 75 ans, on va dire, qui se présente les deux avec le même syndrome, une chute ou un trouble cognitif, mais la prise en charge va être complètement différente pour ces deux personnes-là. Et entre autres, ce qui va beaucoup changer la prise en charge, c'est qu'est-ce qui est important pour cette personne-là. Puis je vais vous donner un exemple. Quelqu'un peut se présenter avec une chute à la maison, mais me dire, mais moi, je veux rester dans ma maison. Je suis parfaitement consciente des risques que j'ai à la maison, mais je veux rester chez moi. Cette autonomie-là, elle est importante. Et là, mon rôle comme gériatre à ce moment-là, ça va être d'essayer d'adapter la prise en charge pour qu'on puisse respecter ce souhait-là le plus possible. Donc là, on va aller coordonner des choses avec le CLSC. Est-ce qu'on peut mettre des soins du soutien à domicile pour pouvoir garder la personne à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour diminuer le risque de chute? Par exemple, des fois, les ergothérapeutes peuvent aller à la maison, évaluer est-ce qu'il y a un tapis à enlever, est-ce qu'on peut rajouter des barres de soutien à quelque part? Puis là, c'est des petits exemples comme ça, mais je vais vraiment travailler là-dessus. Je pourrais avoir la même personne qui se présente avec une chute, puis j'ai eu ça la semaine passée d'ailleurs. La personne me dit, moi, je prends 28 pilules le matin, je suis tannée de prendre 28 pilules, qu'est-ce qu'on peut enlever dans mes pilules? Il y en a-tu qui sont moins utiles que d'autres? Est-ce qu'on peut optimiser? Donc, j'arrive avec 2 défis complètement différents. Puis moi, je pense que c'est une des beautés qu'on a en gériatrie, d'être capable d'individualiser. Oui, puis ça demande du temps. Puis là, je vous entends, ça demande des ressources aussi parce que à partir du moment où vous prenez en charge quelqu'un, vous devez orchestrer une petite armée de gens puis de logistique pour que justement la barre soit posée à la maison puis justement pour que l'ergothérapeute se rende puis qu'il ait les bonnes informations. Alors, au niveau traitement, mais au niveau logistique, est-ce que vous réussissez à aller là? Est-ce que ça fonctionne, ce que vous avez en tête? On travaille vraiment fort pour que ça fonctionne, mais c'est vraiment pas facile à tous les jours. Qu'est-ce qui manque?
Bien, je vais vous donner un exemple. L'année passée, on avait fait un sondage au niveau des gériatres au Québec. Hein? Puis d'ailleurs, tantôt, on pourrait y revenir, là, mais on n'est pas gros des gériatres au Québec. Là. On est seulement 153 en date d'aujourd'hui. Que vous connaissez tous. Là. Ah, oui, pas mal. En fait je serais étonnée qu'il y en ait que je ne connaisse pas. Okay. Mais on avait fait un sondage justement au niveau des gériatres en se disant comment est-ce que ça va dans vos pratiques au niveau des cliniques externes. Parce qu'il faut comprendre aussi que des fois, on travaille dans différents endroits. Là. Moi, j'ai une pratique qui est très variée. Je travaille à l'urgence pour voir des personnes à l'urgence, voir est-ce qu'ils ont besoin d'être hospitalisés, est-ce qu'on peut les retourner à la maison. Je travaille en clinique externe. Je travaille dans les étages, donc sur les étages où est-ce qu'on a des unités de courte durée gériatrique. Donc, ça dépend évidemment du genre de toutes sortes de pratiques. C'est une pratique qui est très diversifiée. Mais on avait fait un sondage en demandant, quand vous travaillez en clinique externe, là, ça, c'est les personnes qui sont dans la communauté qui viennent vous voir, ils ont un rendez-vous à 9h, à 9h45, là, par exemple. Quelles sont les ressources que vous avez? Puis on avait 40 de nos gériatres qui nous ont répondu qu'il n'y avait pas suffisamment de locaux pour être capable de voir assez de patients. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait certains gériatres qui, mettons, pourraient faire de la clinique 4-5 jours semaine, mais sont seulement capables d'en faire 3 jours semaine. Parce qu'il n'y a pas de locaux suffisants pour qu'ils soient capables de voir des patients. C'est pas parce que ça leur tente pas. C'est pas parce que ça leur tente pas. C'est parce qu'on ne leur donne pas ces ressources-là pour être capable de voir les patients. Puis, on s'entend que quand on a 75 ans et plus puis qu'on est sur une liste d'attente pour voir un gériatre, ça ne nous tente pas d'attendre des mois pour pouvoir voir un gériatre. Donc, j'ai toujours trouvé ça un petit peu particulier. Puis 40 là, c'est un gros chiffre, là. L'autre chose aussi, puis tantôt, vous parliez de toute cette coordination-là, mais il faut avoir accès à des équipes qui sont capables de nous aider parce qu'on peut pas... Le travail multidisciplinaire, c'est la clé. Il faut être capable de travailler en équipe. Hein. Souvent, on va dire ça prend un village pour élever un enfant. Ben moi, je dirais ça prend un village aussi pour nos personnes âgées. Là. Donc, on a demandé aussi à nos membres, est-ce que vous avez accès à du soutien d'une équipe multidisciplinaire ou du soutien, par exemple, d'un ou une infirmier et infirmière, puis on avait 50 qui n'avaient pas accès. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs gériatres qui eux-mêmes font des appels téléphoniques au CLSC, organisés. Écoutez, il y aurait besoin d'avoir tel service, on envoie des notes, on envoie des dossiers, alors que ça, c'est pas nécessairement des tâches qui auraient besoin d'être faites par un gériatre. Puis là, on est devant un vieillissement de population, donc on s'attend seulement à ce que nos demandes ne fassent qu'augmenter dans le temps. Donc, nous, au contraire, ce qu'on voudrait, c'est puis on l'a vu parce que certaines cliniques, il y a certains modèles où est-ce que ça fonctionne super bien, où est-ce que des équipes qui sont super dynamiques, qui sont bien organisées, bien structurées et qui font qu'ils sont capables de voir un volume beaucoup plus grand de patients. Donc, on est capable d'aider beaucoup plus de personnes. C'est dommage que ça soit pas comme ça à l'échelle du Québec, là. Docteur Chabot, je sais que la psychologie, ça occupe une place importante, oui, dans votre pratique, mais dans votre vie, parce que vous avez une maîtrise en psychologie. Oui. Pourquoi la maîtrise et comment ça vous sert en gériatrie? Bien, en fait, l'histoire de la maîtrise en psychologie, c'est une drôle d'histoire, là. Moi, durant mes études en médecine, lorsque j'étais en résidente, parce que vous savez, en gériatrie, on fait 3 ans de médecine interne, ensuite on fait 2 années de spécialité en gériatrie. Pendant que j'étais résidente en médecine interne, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos patients? Parce que des fois, je faisais tout ce qu'il fallait là, d'un point de vue médical pour aider, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus que je pouvais faire. Puis je me suis toujours dit, il y a quelque chose avec la musique qu'on est capable d'aller pousser puis qu'on peut faire en utilisant la musique pour pouvoir essayer d'aider les personnes. Donc, j'ai eu cette idée-là un petit peu folle de me dire, pourquoi est-ce qu'on commence pas par avoir des concerts de musique à même les hôpitaux? Puis pendant plusieurs années, en fait, on avait au Sainte-Marie, sur l'unité de gériatrie, j'étais allée recruter des bénévoles, des étudiants qui étudiaient en musique. Ils venaient donner des petits concerts de musique pour notre étage presque à tous les jours à l'époque. Pour l'anecdote, dans mon ancienne vie, je faisais beaucoup de musique. J'ai déjà été chanteuse classique. Donc, ça fait du bien chanter, ça fait du bien faire de la musique. Oui. C'est vraiment parti de là où est-ce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut aider différemment? Hein? Des fois, un médicament... en fait, écoutez, le médicament fonctionne, là, je vous rassure. Là. Mais des fois, il y a d'autres choses que des médicaments qu'on peut donner qui font du bien.
moi, je trouve ça intéressant. La musique, on s'auto-médicamente nous-mêmes sans s'en rendre compte. Là. Quand on fait notre ménage, là, souvent, on va se créer une playlist puis on va se mettre des musiques inspirantes pour pouvoir se motiver. Donc elle est venue de là, cette idée-là, où est-ce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas la musique, finalement, à nos personnes âgées qui sont hospitalisées? Puis, j'ai eu vent que il y a peut-être quelque chose qui serait à faire avec ça, de se dire, tu sais, ce que vous voyez, puis ce qui se passe, parce qu'on voyait des moments magiques. Là, on voyait, tu sais, on amène un musicien sur un étage avec des personnes souvent, les musiciens ramenaient des musiques de l'époque, puis il y avait tout le phénomène de réminiscence, puis ça replongeait les gens dans leurs souvenirs. Puis on voyait des petits moments magiques. Là, on a vu des petits miracles là, se reproduire. Là. Puis je me disais, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, il faut qu'on le mesure, il faut qu'on le calcule. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, je vais aller faire une maîtrise en recherche là-dedans. Parce que si je suis capable de prendre ce que je vois devant moi, le transformer en chiffres, mettre ça sur papier, peut-être qu'un jour, on va pouvoir avoir de la musique dans les hôpitaux. Et qu'est-ce que la science dit sur les bienfaits de la musique sur une population âgée? En fait, il y en a plusieurs. Ce qui est particulièrement intéressant avec la musique puis les personnes âgées, si on pense, par exemple, avec les gens qui ont des troubles neurocognitifs, là, par exemple, la maladie d'Alzheimer, on sait que malgré une maladie Alzheimer avancée, on sait que les circuits au niveau de la musique, au niveau du cerveau, en fait, tous les circuits d'être capable d'analyser la musique, se retracer avec des émotions, le circuit de récompense demeure intacte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est particulier avec la musique. C'est comme si la musique franchissait à sa façon ou du moins pouvait percer certaines murailles de la maladie. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être une façon de nous amener... des fois, ce que je dis, c'est que ça peut être une façon, un soutien à aller communiquer avec les personnes aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très, très spécifique. Puis quand vous avez amené quand vous avez poussé ces études-là, est-ce que c'était bien reçu ou on vous regardait un coudon, un peu ésotérique? Est-ce que Dr Chabot est chamanique? Non, honnêtement, j'ai été vraiment chanceuse sur l'unité. Les gens ont été hyper enthousiastes. Puis en fait, les gens essayaient de trouver des solutions pour pouvoir amener le plus de patients dans notre petite salle de la façon la plus efficace possible. Ça a été vraiment beau, ça a été vraiment un beau moment. Vous en côtoyez donc beaucoup des personnes âgées? Globalement, et je sais que chaque cas est vraiment différent et unique, mais globalement, comment vont nos aînés, selon vous? C'est une excellente question. En toute sincérité, je pense qu'on ne se pose pas assez. Une des choses qu'on entend souvent chez les personnes âgées, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas mis de l'avant. Puis, je pense que comme société, on a des grandes questions à se poser par rapport au rôle et à la place de nos personnes âgées dans notre société. Souvent, je vais me faire dire des choses en disant, le système n'est pas adapté pour moi. Et là, je ne parle pas juste du système de santé, là, je parle aussi de la société en général. Donc, ça, c'est des choses, des fois, qu'on va entendre. Moi, ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste d'entendre ces choses-là parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui nous ont tracé toutes ces voies-là. Donc, pour moi, quand on arrive, ma vision au niveau du vieillissement, puis au niveau de tout ce qui est... Pour moi, il y a un aspect qui est très important, c'est de valoriser finalement notre personne âgée. J'aimerais ça qu'on soit capable de reconnaître tout ce qu'ils ont fait puis qu'on puisse donner au suivant, là, finalement, d'une certaine façon. Il faudrait qu'on soit capable de leur redonner les choses qu'ils ont été capables de nous donner. Puis je vous dirais, ça, c'est un défi si j'arrive dans ma pratique médicale où est-ce que on n'est pas en nombre suffisant de gériatres au Québec pour être capable de faire tous les soins que les gens vont avoir de besoin et que les gens ont besoin même aujourd'hui. On a du personnel qui souvent n'est pas assez formé, je vous dirais, pour l'approche à la personne âgée. Donc, il y a une façon de prendre en charge une personne âgée. Et ça, c'est pas juste le gériatre, c'est aussi le physiothérapeute qui doit être, qui doit être à l'aise. C'est l'ergothérapeute, l'infirmier, l'infirmière. C'est mes autres collègues aussi en spécialité. Donc, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas autant de sensibilisation. Surtout quand on regarde le pourcentage de personnes que ça représente dans notre société. Puis en fait, je mettrais même au défi, on dit que ça représente, on dit en 2030-2031, on va avoir 25% grosso modo de notre population qui va être de 65 ans et plus.
ben pourquoi est-ce que ça ne représente pas 25 d'un curriculum d'enseignement de parler de la personne âgée et dans nos curriculums d'enseignement en général? Moi, quand j'étais étudiante en médecine, c'est très, très, très peu la formation que j'ai reçue en gériatrie, alors que, bon, là, je sais qu'aujourd'hui, je suis gériatre, c'est ce que je fais à 100 là, mais sauf que si on se met dans les souliers d'une autre spécialité, ça va représenter une très grande partie de la population qui vont traiter, là. Est-ce que les jeunes médecins qui nous écoutent, qui sont à l'école, qui rentrent en médecine, est-ce qu'ils ont le goût, est-ce qu'ils ont la curiosité de la gériatrie? Bien, en fait, dans le milieu où est-ce que je travaille, on a un stage obligatoire en gériatrie pour les étudiants en médecine. Donc, tous les étudiants en médecine de McGill vont faire 1 mois en gériatrie. Puis souvent, à la fin du mois, je m'assois avec les étudiants parce qu'on fait de la rétroaction et tout. Puis je leur dis, puis comment ça a été le mois de gériatrie? Puis je vous dirais là, qu'au moins 50 du temps, ils me répondent, ben, je pensais pas que j'aimerais ça, mais finalement, j'ai aimé ça. OK. Mais ils pensaient pas eux-mêmes. Eux autres pensaient gériatrie, puis je pense qu'on arrive avec certains préjugés quand on dit le mot gériatrie. Donc, je pense qu'ils arrivent avec... Quel genre de préjugés? Ben, ça va être plate, ça sera pas actif, ça sera pas de la médecine, ça sera pas de la médecine très intense, alors que c'est pas mal intense, là. Je crois. Donc, on a certains préjugés comme ça, puis finalement, les étudiants souvent nous disent, mais on a vraiment aimé ça. Mais sauf que pour que les étudiants le sachent que c'est le fun, il faut qu'ils soient exposés. Malheureusement, on a des universités où est-ce qu'il n'y a pas d'exposition. Il y a des programmes de résidence où est-ce qu'il n'y a même pas de formation en gériatrie, il n'y a même pas 1 mois obligatoire en gériatrie, alors que, oui, c'est 25 de la population, là, mais c'est beaucoup plus que 25 quand on est dans le système de santé. Si vous arrivez, venez faire un tour à l'urgence, puis si vous allez voir sur nos étages, souvent on va dire, oh, il y a beaucoup de têtes blanches. Malheureusement, c'est la réalité avec notre système de santé. Donc je trouve ça triste de voir qu'on n'a pas autant, on ne sensibilise pas autant les gens. Et je pense que c'est par l'éducation que ça va faire une aussi grande différence. Parce que ça va être une façon de s'assurer, que les gens aient de l'intérêt pour ces populations-là, parce que notre vieillissement de la population, il est maintenant. Donc, il faut qu'on soit prêt maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. En fait, il aurait fallu qu'on soit prêt hier. Bon, on ne l'est pas. Mais donc, pour moi, c'est extrêmement important, tout ce volet-là d'enseignement, de valorisation. Puis, évidemment, je ne m'attends pas à ce que tout le monde veuille devenir gériatre, mais sauf que si on a un petit peu de sensibilisation à la gériatrie, puis qu'on se dit, OK, moi, je suis chirurgien, mais je sais qu'une personne âgée étant plus fragile et je vais changer, ma dose de médicaments doit être ajustée. Et tout, c'est des choses qui sont extrêmement importantes au niveau de notre société. Puis ça, les médecins gériatres, on veut faire partie de la solution. Donc, pour nous, à chaque fois qu'on se fait demander est-ce qu'on veut aller faire un cours d'enseignement, même en physiothérapie, dans toutes les spécialités connectes, on va toujours lever la main. Je sens votre conviction, Dr. Chabot. Je vous sens très positive et proactive. Est-ce que vous êtes optimiste? Je dirais que je suis pas très optimiste dans l'ensemble. On parle du vieillissement de la population. On dit à quel point que c'est quelque chose d'important qui devra être adressé, mais malheureusement, je ne vois pas souvent des actions concrètes qui sont mises de l'avant pour qu'on arrive puis qu'on mette quelque chose en place. Êtes-vous découragée? Oui, des fois, je suis découragée, mais ça ne veut pas dire que on va arrêter de se battre. Mais oui, des fois, je suis découragée. Des fois, je suis découragée parce que 2030, 2031, là, c'est demain, là. Et j'ai souvent l'impression que les décisions pour notre population vieillissante ne suivent pas. On va parler du vieillissement de la population, mais les actions ne vont pas toujours suivre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me décourage beaucoup. C'est quelque chose qui me motive aussi à parler de plus en plus parce que je me dis peut-être qu'en parlant puis en mettant les mots là-dessus, ben peut-être qu'on va finir par se faire entendre et que les choses vont arriver. Oui. Mais j'aimerais qu'on ait des actions concrètes. Est-ce que les investissements suivent l'augmentation de la proportion de personnes âgées? Non.
Non, les investissements ne suivent pas. Donc, tantôt, je vous donnais les exemples de 40 de nos gériatres qui manquent de locaux, 50 qui n'ont pas accès à des équipes multidisciplinaires. Bien, c'est pas dans 5 ans qu'on va avoir besoin de ces équipes-là. Là. C'est maintenant. Il faut les mettre en place maintenant, ces équipes-là. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut être capable de bâtir notre capacité pour qu'on puisse avoir un petit peu de jeu pour continuer à être capable de répondre à cette demande-là. Il y a des cliniques de gériatrie présentement qui ont 6 mois d'attente avant d'être capables de se rendre au gériatre. Okay. C'est pas parce que les gériatres travaillent pas fort, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire rouler ces cliniques-là de façon efficace. Et si on était capable, on a des cliniques qui, en ayant ces structures-là en place, ont été capables de doubler leur efficacité. C'est vers ça qu'il faut le faire, mais il faut le faire de façon drastique là, au niveau du Québec au complet. Là. C'est ça qu'on aurait besoin. Et il faut cibler plusieurs endroits. Je vais vous amener sur quelque chose d'un peu positif. Là. On parle souvent de la personne âgée à l'urgence, des complications. Une personne âgée qui se présente à l'urgence, si elle est sur une civière, qu'elle ne bouge pas beaucoup, que ça peut être difficile ensuite de regagner la mobilité, qu'il y a un plus grand risque de devenir confus. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent les complications iatrogéniques. Donc, ce sont des complications à cause du séjour finalement à l'urgence. Là. Donc, une des choses que nous, on a fait au St. Mary's, c'est qu'on a mis en place une équipe multidisciplinaire de gériatrie à l'urgence. Donc, du lundi au vendredi, dès qu'il y a une personne âgée qui se présente à l'urgence, on a une infirmière qui va tout de suite aller évaluer, faire un triage, de regarder qu'est-ce que cette personne-là a besoin aujourd'hui. Et là, je ne parle pas de l'infirmière au triage quand on rentre à l'urgence qui va prendre nos signes vitaux, poser nos questions et compagnie. On a vraiment un triage pour les personnes âgées. Avec qui vous vivez à la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu du CLSC ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à gérer à la maison si on retourne aujourd'hui? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu par un physio, un ergothérapeute, un travailleur social, un gériatre? Et on a mis ça en place pour justement être capable en fait, pour être capable de répondre de façon proactive aux problèmes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a été capable, pour nos personnes âgées, on a été capable de diminuer la durée moyenne de séjour à l'urgence. On a été capable de donner beaucoup plus de congés et des bons congés parce qu'on a été capable de toute cette coordination-là avec le CLSC, par exemple, avec le médecin de famille. On appelait le médecin de famille. Votre patient s'est présenté aujourd'hui à l'urgence. Voici ce qu'on a fait. Pouvez-vous vous assurer d'un suivi? On appelait les cliniques. Donc, toute cette coordination-là nous a permis de diminuer nos hospitalisations, donner plus de congés à l'urgence sans avoir plus de retours à l'urgence dans les 30 jours qui suivent. Parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est que si on en retourne plus à la maison, mais qu'ils reviennent, on n'est pas plus avancé. Exact. Mais là, je vous donne un exemple, puis j'essaie de montrer quelque chose qui est très positif parce que pour nous, c'est un projet sur lequel on a travaillé vraiment fort puis qu'on est vraiment, vraiment fiers. Mais ça, c'est quelque chose qui est relativement exportable, d'avoir accès à une infirmière, un infirmier à l'urgence en gériatrie, des physios, des ergos, des travailleurs sociaux spécifiques à la gériatrie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça à la grandeur du Québec? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des cliniques de gériatrie qui sont capables de fournir à la demande sans qu'on se ramasse avec des listes d'attente exposant 8 et qui vont continuer. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'est pas... Si on était capable d'avoir des cliniques qui sont plus fluides, qui ont les ressources pour pouvoir le faire, ben on va avoir moins de personnes à l'urgence. Si on intervient plus tôt dans le continuum de la personne âgée, tu sais, si la personne âgée, on voit qu'on est en début de perte d'autonomie, mais qu'on peut faire certaines actions, on change les médicaments, on va prendre en charge un autre problème de santé, par exemple, peut-être qu'on peut les garder plus longtemps à la maison. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aura pas besoin d'être relocalisé aussi rapidement. Puis d'ailleurs, tantôt, j'ai bien fait, vous m'avez dit, ça serait quoi la solution? Puis j'ai dit, ça prend des investissements massifs. Puis c'est une façon d'investir. Il faut qu'on arrête de voir que la personne âgée n'est qu'une dépense. Parce que si on investit au bon endroit, ben on va peut-être sauver de l'argent dans d'autres endroits. Donc, Dr. Chabot, avec le vieillissement de la population, puis avec les dysfonctions du système dont vous nous parlez aujourd'hui, pensez-vous qu'on s'en va dans le mur? La réponse courte, oui. Ce que j'aimerais qu'on fasse, par contre, et s'il y a des actions qui sont mises en place, il y a une façon qu'on cogne pas trop fort. il y aurait des façons qu'on soit capable qu'on soit capable que ce mur-là soit moins haut ou en fait la meilleure analogie. Plus loin, plus mou. Oui, je pense que la meilleure analogie que je pourrais vous donner, c'est
faudrait qu'on se donne les moyens d'être capable de se bâtir un bon coussin gonflable. Ouais. Mais je pense que oui, il y a moyen. Mais il y a moyen si les actions concrètes se mettent en place de façon urgente. D'ailleurs, nous, comme gériatres, c'est une des choses pour laquelle une des choses sur lesquelles on travaille et puis qu'on rêverait, c'est qu'on ait une vision du vieillissement au niveau de la province qui soit beaucoup plus concertée puis qui soit beaucoup plus coordonnée. Donc, on se disait, ça serait intéressant qu'on développe un programme québécois de gériatrie, par exemple. Puis de se penser, vous savez, nos personnes âgées qui sont vulnérables maintenant, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que concrètement on pourrait faire en place qui nous permettrait d'améliorer les soins? Là, je vais revenir. Tantôt, je parlais beaucoup de tout ce qui est éducation parce qu'éducation, c'est la base. Si les gens ne sont pas éduqués à prendre soin de notre population vieillissante, on ne sera pas capable d'y arriver. Mais il y a tout aussi l'aspect de coordination des soins. Puis, on pourrait penser il y a un modèle, vous savez, en oncologie, il y a un modèle de l'infirmière pivot en oncologie qui devient vraiment comme la personne qui nous aide finalement à traverser, à naviguer à travers le système. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une fonction un petit peu semblable dans notre système de santé en gériatrie vous savez, vous avez cette personne-là qui est rattachée à une clinique, à un GMF. Bon, ça, c'est toutes des choses qui pourraient être discutées, là. Puis ça va être votre aide à la navigation. Cette personne-là va pouvoir vous aider à dire voici vers quel endroit aller, qui va faire le pont entre l'hôpital, le soutien à domicile, hein, parce qu'on a plein de beaux services. Ça fait ses preuves en oncologie? Oui, ça fait ses preuves en oncologie. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même affaire en gériatrie? On a une population vieillissante. On arrive avec une solution qui est relativement concrète, relativement facile à mettre en place. Hein. Vous savez, quand on pense à une personne âgée qui se présente, qui va faire 3 urgences en un mois, par exemple, mais qu'on n'a même pas moyen de savoir qu'est-ce qui s'est passé d'une urgence à l'autre. Mais là, si on coordonne tout ça, puis qu'au lieu de réinventer la roue à chaque fois, c'est vraiment des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Je suis super sensible à ce que vous dites. Je suis attendri. Puis moi aussi, j'ai envie de me nourrir d'optimisme malgré la dure réalité à laquelle on fait face. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles, aux proches aidants, aux personnes vieillissantes qui nous écoutent pour qu'on puisse ensemble, je sais pas, y a quelque chose qu'on peut faire pour... comme société, là. Comme société, comme prise de conscience pour que ça aille mieux? En fait, il y a 2 choses auxquelles je peux penser. La première, comme je disais tantôt, tout ce qui est santé cognitive, de bouger, socialiser, bien manger, faire de l'exercice. Donc ça, on va toujours partir avec cette base-là pour essayer d'avoir un vieillissement qui va être le plus sain possible. Donc ça serait la première chose. La deuxième chose que je pense qui est importante, c'est que je pense qu'on doit tous se conscientiser de cette problématique-là. Parce que c'est pas rare que j'ai des discussions avec des gens, puis quand je donne ce fameux 25, tu sais, dans 5 ans, là, ça va être 25 % de notre population qui va avoir 65 ans et plus. Des fois, les gens sont étonnés. Mais je pense qu'il faut que les gens commencent à en parler. Puis quand on va commencer à en parler, puis qu'on va commencer à revendiquer tout le monde ensemble. Parce que moi, dans mon rôle de présidente de l'Association des médecins gériatres, je vais continuer de revendiquer ça. Je peux vous dire que les gériatres, on va continuer à se battre là-dessus. Mais si les gens se battent avec nous pour s'assurer qu'on a des soins qui sont appropriés pour notre population vieillissante, bien, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Puis en gériatrie, on est habitué de travailler en équipe. On travaille de façon multidisciplinaire. On travaille avec des physios, des ergos, infirmiers. On adore ça, travailler en équipe. J'inviterais les gens à venir travailler en équipe avec nous et à venir dénoncer ça et de venir revendiquer finalement. On a notre population âgée mérite d'avoir des soins de qualité. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer encore plus de jeunes médecins en gériatrie? Bien, je pense que tout d'abord, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une belle façon parce que je pense que ça nous permet de présenter un type de pratique qui souvent n'est pas très connu, que les gens savent pas nécessairement ce qu'on fait dans la vie comme gériatre, puis qui n'est pas toujours valorisé non plus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est tellement une belle pratique. Puis, la gériatrie, ça m'a permis de rentrer en contact avec des patients d'une façon que j'aurais jamais pensé pouvoir rentrer en contact. Souvent les résidents ou les étudiants, ils me disent, oui, mais tu fais des diagnostics de troubles neurocognitifs, de démence, de maladie d'Alzheimer, puis il n'y a rien à faire, puis c'est décourageant. Mais c'est pas si vrai que ça. Parce qu'il y a énormément qu'on peut faire dans l'accompagnement de tout ça. Puis je veux juste
partager une petite anecdote Oui. qui était vraiment touchante, qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai vu une patiente en consultation dans mon bureau. Malheureusement, on a posé un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et à ce moment-là, elle n'avait plus de contact avec sa fille. Ça faisait 3 ans qu'elle parlait plus du tout avec sa fille. Puis elle s'est mise à me dire à quel point que pour elle, c'était triste parce qu'elle n'avait plus de contact avec sa fille, qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé avec sa fille. Moi, à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous seriez à l'aise? J'ai dit, je peux appeler votre fille. Je peux lui expliquer le diagnostic que vous avez. Parce qu'en plus, la patiente me disait, j'aurais vraiment besoin d'elle maintenant. Tu sais. J'ai dit, je peux l'appeler, je vais lui expliquer le diagnostic que vous avez, puis on verra si ça pourrait vous permettre. Donc, j'appelle la fille et j'ai expliqué, la patiente était évidemment d'accord, donc j'ai expliqué à la fille le diagnostic de sa mère. La raison pour laquelle la patiente et sa fille avaient commencé à moins se parler, c'est parce que la patiente oubliait des discussions qu'elle avait eues avec sa fille. Et sa fille, son interprétation de tout ça, c'est de dire ça ne l'intéresse pas. Exactement. Ça ne l'intéresse pas ce que je dis, elle ne m'écoute pas. Et là, sa fille m'a dit là, je viens de comprendre. C'est pas elle qui n'est pas intéressée à moi, c'est sa maladie qui fait ça. Et là, le rendez-vous suivant, elle est venue avec sa maman. Puis elle m'a dit une chose qui m'a tellement touchée. Elle m'a dit, vous m'avez redonné ma mère. J'avais perdu ma mère et vous m'avez redonné ma mère. Et pour moi, ça m'avait tellement inspirée parce que on va souvent parler de la maladie d'Alzheimer comme une maladie qui vole les personnes à leur famille parce qu'on oublie des choses et tout. Et là, j'avais l'impression que je lui avais redonné sa maman. Et il y a des moments touchants comme ça qu'on voit à travers notre pratique. Puis, c'est des moments qui nous donnent, c'est des moments aussi qui nous permettent de continuer puis de trouver un sens à ce qu'on fait. Et c'est vraiment c'est vraiment une pratique qui est truffée de moments comme ça. Puis j'espère tellement que les étudiants, les résidents, puis pas juste en médecine, là, dans toutes les sphères, là, j'espère tellement que ça va pouvoir encourager les gens à venir travailler dans ce beau domaine-là. J'aime vous entendre réfléchir sur les besoins, je dirais, globaux en gériatrie au Québec. Mais vous, là, Dr Chabot, vous êtes assise là, demain matin devant le ministre de la Santé. De quoi vous avez besoin pour mieux faire votre job? Plusieurs choses. Je vais vous faire ma liste. Ouais. Si on y va de façon organisée, en clinique externe de gériatrie, il faut s'assurer que dans chaque clinique externe, qu'on ait un soutien administratif. Ça, c'est la personne qui appelle et qui donne les rendez-vous. Parce que oui, il y a certaines cliniques qui ont même pas ça à temps plein, là. On a besoin d'infirmiers et infirmières. On a besoin d'avoir accès à nos fameuses équipes multidisciplinaires, avoir accès à un travailleur social, ergothérapeute, physiothérapeute. Ça, c'est en clinique externe. Sur les étages, sur les unités de courte durée gériatrique, il faudra arrêter de couper des lits d'unités de courte durée gériatrique parce qu'on a perdu des lits dans les dernières années. Il y a des unités qui, malheureusement, ont été fermées. Donc, il faudrait réouvrir des unités ou au moins, il faudrait les faire rouler à pleine capacité. Il faudrait aussi s'assurer qu'encore une fois, ces unités-là aient les ressources nécessaires, donc les équipes qui soient en place. On a des unités de courte durée gériatrique qui n'ont pas accès à un pharmacien, qui n'ont pas tout le temps accès à un physiothérapeute à temps plein, alors que ça ne fait pas de sens. On a des recommandations très, très claires là-dessus. Il y a des données, il y a même des documents qui sont entérinés par le ministère qui disent voici comment est-ce qu'une unité de courte durée gériatrique devrait fonctionner. On devrait écouter ces documents-là puis les mettre en place. Je pense qu'on a aussi besoin dans nos salles d'urgence d'avoir des approches qui sont adaptées à la personne âgée, à la salle d'urgence. Et cette approche-là adaptée, ça, on en parle depuis des années. L'approche adaptée à la personne âgée, c'est à la grandeur de l'hôpital. Une personne âgée, on ne peut pas la laisser sur une civière. Une journée couchée au lit, c'est 3 jours à récupérer. Donc, il faut les faire bouger. Il faut avoir des chaises pour pouvoir asseoir ces personnes-là. Il faut que le personnel soit formé pour toujours penser à asseoir les personnes, asseoir la personne à la chaise le plus possible. S'assurer qu'on nourrit bien les patients. C'est des choses qui sont très, très, très de base, mais l'approche adaptée à la personne âgée, ça fait 15 ans qu'on en parle, mais quand on regarde dans le concret dans les hôpitaux, nos hôpitaux n'ont pas suivi avec ce mouvement-là d'approche adaptée à la personne âgée. Fait que je dirais vraiment, en clinique externe, il faut qu'on ait nos ressources appropriées, il faut qu'on ait suffisamment de lits et de ressources en unité de courte durée gériatrique à la grandeur de l'hôpital. Il faut amener cette approche-là d'approche adaptée à la personne âgée partout. Il faut l'amener aussi à la salle d'urgence parce que ça reste que notre porte d'entrée
malheureusement, demeure souvent la salle d'urgence, mais il faut s'adapter, il faut adapter notre salle d'urgence à la population âgée. Ben, merci énormément, Dr. Chabot, pour ce témoignage-là, autant technique et tellement spécialisé, mais en même temps tellement humain. Puis je réalise en vous écoutant que, oui, qu'il y a quelque chose de très stratégique puis très collaboratif dans la gériatrie, mais que ça peut pas se faire tout seul et que ça prend, comme vous dites, une armée pour élever un enfant, mais une armée aussi pour soigner une personne vieillissante. Alors, merci pour ce que vous faites, puis je vous souhaite... je souhaite d'avoir les moyens de vos ambitions, puis je vous souhaite d'avoir les outils pour nous aider à aider nos aînés, puis d'avoir les outils pour en prendre soin à la hauteur de ce qu'ils méritent. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast C'est malade. J'espère que ça vous a plu et si vous avez aimé ça, partagez. C'est une initiative de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.